Alors, bonjour tout le monde et bienvenue cette semaine dans l'épisode Above the Rim sur la nutrition avec Mélodie Comtois. Alors, c'est un épisode que j'attendais depuis longtemps parce qu'en fait, je trouve que dans le basketball, la préparation physique grandit, mais la prise en charge en termes de nutrition, à mes yeux, n'est pas encore ce qu'elle devrait être. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à Mélodie. Salut Mélodie, Salut! qui est justement une naturopathe avec qui je travaille et même chez qui j'envoie des clients que j'aime beaucoup parce que c'est une naturopathe qui prend en charge non seulement le côté nutrition et le côté aussi psychologique qu'il y a derrière la nutrition. Puis pour moi, c'est primordial parce que les deux sont inséparables. Donc, je vais te demander, Mélodie, de te présenter un petit peu ce que tu fais, ton évolution dans le métier. OK, ça va me faire plaisir. Bien entendu, je m'appelle Mélodie. Je travaille dans le milieu depuis plus de 10 ans maintenant, autant avec des athlètes de haut niveau qu'avec des monsieur, madame, tout le monde, comme on peut dire. J'ai la chance aussi d'être directrice de l'Institut de formation de naturopathie, qui donne des formations aussi à plusieurs entraîneurs et kinésiologues naturopathes dans le milieu. Cet institut s'appelle l'Institut AAT. On l'a créé depuis 2000, je crois que ça fait 4 ou 5 ans maintenant. D'un autre part, j'ai la clinique Nutri-Santé, là où je pratique, là où Rémi m'envoie des clients et où on a déjà fait affaire ensemble aussi. Oui, C'est là où j'y travaille c'est là où je l'ai créé depuis plus de 10 ans. oui. Donc, Alors moi, je consulte. de formation, je suis Oui, naturopathe et crinologue aussi. Donc, c'est là où je vais toucher un petit peu plus sur l'aspect psychologique des gens. oui, alors moi, je consulte personnellement Mélodie et en plus de ça, j'ai suivi son premier niveau de formation avec AAT, qui est absolument excellent. Donc, Mélodie, je vais commencer avec la première question. Et c'est une question, en fait, ce que je veux là derrière, c'est que les gens prennent conscience de ce qu'ils doivent faire avec le côté nutrition au basketball. Donc, toi, tu as l'habitude de travailler avec des athlètes, avec tout type d'athlètes. Et c'est quoi la réalité de nos jours? Est-ce que dans les programmes, d'après ce que tu vois, les athlètes sont pris en charge au niveau nutrition? Et je te pose cette question parce que on va souvent regarder les grosses ligues comme la NBA, puis on va penser qu'en fait, euh, tout tombe, tout cuit pour eux. C'est-à-dire qu'il y a un mec pour leur lasser les chaussures avant l'entraînement, qu'il y en a un autre pour leur faire un plan alimentaire, qui sont suivis dans tout ce qu'ils font. C'est quoi la réalité donc des athlètes d'un point de vue nutrition aujourd'hui en 2020? Je suis forcée de dire que malheureusement, il n'y a pas énormément d'athlètes qui sont suivis de façon assidue en alimentation. S'ils sont suivis, c'est par leur propre chef qui décide de se prendre en main et aller toucher le volet alimentation, psychologie ou autre. Je donne un exemple, je suis des personnes qui sont avec un potentiel olympique, puis ces personnes-là, ils viennent dans mon bureau puis ils n'ont jamais touché à la nutrition. Ou s'ils ont touché, c'est plus en lien avec avec le guide alimentaire canadien, ce qui ne veut pas nécessairement égaler à la performance. Oui. Et tu penses que ça vient d'où ça? Parce que moi, j'ai entendu souvent des gens me dire: «Ah, mais la nutrition, c'est pas si compliqué». Mais ça nous amène à une autre question. On en parlait tout à l'heure hors antenne. La nutrition, c'est éducatif. Donc, moi, j'ai décidé, dans mon métier d'entraîneur, d'un peu me séparer sur certains cas, même si je me forme pour ça, c'est d'un peu me séparer de l'aspect nutrition quand ça devient compliqué, parce qu'on s'aperçoit que les gens ont été éduqués d'une façon, d'un point de vue alimentaire, et c'est ce qu'ils perçoivent comme étant bon. Donc, on va leur demander comment est-ce que tu manges. Moi, je mange super bien. Mais ils pensent qu'en fait, ils mangent super bien. Mais ce n'est pas la réalité. Et il y a souvent une défaillance en termes de, par exemple, j'ai été élevé à tel endroit, donc le riz, c'est un exemple tout bête, hein, occupe une grande place, puis je mange moins de légumes, mais je ne suis pas capable de m'apercevoir que ce n'est pas équilibré. Toi, tu penses quoi justement par rapport à ça? Donc, c'est plus une éducation qu'il faut faire avec l'athlète. C'est ça, exactement. Il faut éduquer les gens. Fait que si les gens, exemple, comme tu as dit, de certains pays, ils vont consommer plus de riz ou autre, c'est des éduquer à savoir qu'il faudrait absolument manger plus de végétaux pour aller chercher, par exemple, plus de vitamines et minéraux pour Oui, optimiser les performances au maximum. Ici, si on parle au Québec, puis
on regarde ce qui est dans le passé par rapport à la nutrition, mais on va se rendre compte aussi que c'était un petit peu dans le même genre. Là. Tout ce qui était perçu comme santé, c'était des mets que nous, maintenant en 2020, en naturopathie, on considérait pas nécessairement santé. Fait qu'il faut les rééduquer puis leur montrer pourquoi c'est pas nécessairement la chose la plus optimale, surtout pour dans une optique de performance. Oui, il faut les rééquilibrer absolument. Exactement. C'est pas que le riz ou peu importe les aliments qu'ils consomment sont nocifs. On peut dire que ces aliments sont parfois même santé. C'est juste que l'équilibre n'est pas présent. Il faut aller chercher un pourcentage ailleurs. C'est avec, comme on a dit, les végétaux, la protéine, une variante alimentaire, plusieurs options. Être équilibré par rapport à ce qu'ils font, parce qu'on entend souvent aussi les gens brandir l'équilibre, mais l'équilibre, c'est quoi? L'équilibre de monsieur, madame, tout le monde n'est pas l'équilibre de l'athlète de haut niveau. Exactement. Voilà. Et ça, en fait, un peu ce qu'on a évoqué sur la première question, ça amène à la deuxième. En fait, le repas le plus difficile. Moi, je me rappelle, je regardais une émission sur la NBA. En fait, ils suivaient les Toronto Raptors. Et tu vois que les joueurs sont mis au vert, si je peux dire, assez tôt le matin d'un match. Ils vont à la salle. Ça change selon les franchises en NBA. Mais, par exemple, là, on voyait que les Raptors rentraient le matin et ils sont pris en charge dès le matin. Mais le petit déjeuner du joueur, c'est des tartines à la confiture. Et moi, qui ai un peu appris là-dedans, et avec toi, je me suis dit, est-ce qu'en NBA, on peut faire mieux que des tartines, finalement, à la confiture? Et moi, ce que je rencontre dans le métier, c'est que la bataille la plus dure en termes alimentaires est toujours le petit déjeuner. Pourquoi est-ce que c'est le petit déjeuner? Et selon toi, qu'est-ce que ça devrait être un bon petit déjeuner pour un joueur de basket? Ça a été encore une fois ce qui a été prôné dans la société, dans les sociétés, à savoir que le petit déjeuner, c'était des choses glucidiques pour aller optimiser l'énergie chez les gens. Fait que je pense que c'est là où c'est la plus grande incompréhension, c'est que les glucides donnent de l'énergie, puis pour avoir de l'énergie, il nous faut absolument en consommer. Ce qui peut être vrai, je suis pas en désaccord avec le point. La seule chose, c'est qu'encore une fois, comme on a parlé au premier point, c'est qu'il faut avoir un équilibre là-dedans. L'équilibre n'est pas atteint quand on déjeune qu'avec des glucides. Fait que si on parle de 2 tartines à la confiture, on parle de glucides sur glucides, qui nécessairement va, oui, donner de l'énergie, mais pour rapidement donner une chute au niveau de l'énergie, puis nuire aux performances au contraire. Oui. Fait que là, il faut comprendre dans le premier volet que cet apport-là en glucidides, oui, peut être pertinent, surtout si on s'en va faire une performance immédiate, mais qu'il faut la joindre à d'autres choses, soit une bonne source de protéines et un bon gras. Fait que si je donne des exemples de meilleurs déjeuners, j'irais directement avec, faut s'assurer une bonne protéine. Ça peut être plusieurs options. On peut parler d'œufs, on peut parler de viande, on peut parler de shake de protéines si on est trop pressé ou si on s'en va faire du sport assez rapidement puis on doit digérer rapidement. Il y a plusieurs options qui sont possibles. De la joindre parfois oui ou parfois non avec une source de glucides. Encore une fois, ça dépend où serait l'entraînement, quelles seraient les performances. Fait que là, on parle encore une fois d'une belle qualité au niveau des glucides. Fait qu'on pourrait parler de même du pain, du pain, mais en bonne qualité, un pain au levain, par exemple, ou un pain à base de camus. Oui. Du gruyot, ça pourrait être des pommes de terre directement ou du riz directement. Ça dépend c'est quoi les envies des gens. Oui. Puis après ça, avec une bonne source de gras, fait qu'on parle de beurre de noix, d'avocat ou des choses comme ça. Et finalement, c'est ça. C'est qu'on entend toujours que normalement, le petit déjeuner, et c'est ça qui n'est pas facile à faire comprendre au monde de par l'éducation, c'est que le petit déjeuner, normalement, c'est pas un repas qui doit être différent des autres. C'est exactement ça. Tu as tout compris. C'est qu'on doit aller chercher quand même tous nos macronutriments. Les macronutriments, c'est-à-dire les protéines, les glucides et les lipides, sont importants dans chacun de nos repas principaux. Donc, c'est important d'aller chercher aussi au déjeuner. Oui, et donc, au matin, on pourrait manger, c'est un exemple que je donne et c'est difficile, mais le matin, on pourrait aller manger du poulet avec une salade, puis par exemple du riz, et en fin de compte, ça serait normal. Mais de par nos habitudes, c'est difficile à faire maintenant parce qu'on développe des habitudes, comme tu as dit, de peut-être de dents sucrées, de choses comme ça. Moi, étant un peu dans le fitness, ça ne me choque plus parce que j'ai déjà mangé de cette façon. Mais on va revenir sur ce fameux joueur. Ce fameux joueur qui a mangé ses tartines avec de la confiture.
pour peu qu'après ils boivent un lait au chocolat, ou je sais pas, c'est un exemple tout bête, mais qui consomment d'autres sucres. Parce que des fois, on entend les jeunes athlètes nous dire, ah, moi, je prends un bol de céréales, et on s'entend que c'est pas les céréales santé qu'on essaye de faire à droite à gauche, ça va être des Kellogg's, je sais pas quoi, ultra sucrés. Moi, je prends mon bol de céréales, mes 2 tartines, avec ma confiture, et c'est là. Donc, si ce joueur-là, il a une séance après le matin, qu'est-ce qui peut se passer pendant la séance? Un manque d'énergie, assurément. Comme j'ai expliqué un petit peu tantôt, oui, les glucides, par définition, servent à donner de l'énergie, si on peut dire. Donc, faut pas oublier que cette énergie-là est provisoire. Elle va redescendre assez rapidement. Donc, sur le coup, il va y avoir une espèce de pic au niveau de l'énergie pour avoir une redescente assez rapide par la suite. Donc, Oui, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir un manque au niveau de l'énergie de l'athlète. Il va avoir la misère à performer à son meilleur, à son plus optimal. C'est oui, aussi ce qu'on entend souvent quand les gens disent j'ai pas mangé assez dans ma journée, donc c'est pour ça que mes performances étaient moins bonnes. oui. Oui, c'est vrai qu'accumuler un volume de calories, ça va aider au niveau des performances. Mais déjà, si on avait un déjeuner qui est optimal, mais on serait beaucoup plus propice à avoir des bonnes performances. Ok, ok, ok. Et donc, tu nous as donné tout à l'heure ton petit déjeuner type pour un basketteur. Ce que tu penses qui serait un bon déjeuner, tu nous avais dit des œufs. Oui. Si Mais je... les choses Oui, qui sont le plus faciles, comme tu as dit aussi encore une fois, les gens, ils sont habitués de manger des choses qui sont sucrées ou des choses qui sont pas nécessairement lourd. Fait que c'est sûr qu'un steak avec des noix puis des légumes pour quelqu'un qui commence à optimiser son déjeuner, c'est peut-être pas l'option la plus intéressante. oui, Fait à ce moment-là, je préfère suggérer 2 œufs avec ça peut être 2, 3, 4, ça dépend de la personne, mais des œufs avec une bonne source de tranches de pain ou avec du gruau puis une bonne source de gras. Ça pourrait être aussi des choses, il existe des recettes quand même avec à base de poudre de protéines, des crêpes, des gaufres, des smoothies, il y a plusieurs oui. choses qui sont possibles. Et voir quelque chose comme tu me donnes à moi finalement, même si je suis plus dans le processus d'être un athlète, moi c'est un peu différent parce que je change mon alimentation pour être pas végan, mais presque végan. Hein. Je maintiens le poisson, je maintiens les œufs, mais je limite mes repas avec protéines animales. Je suis pas du tout en train de vendre ça, c'est une décision personnelle. Mais toi, par exemple, le matin, tu me donnes du yogourt végan avec protéines vegan, pardon, de l'eau, tout ça dans un shake que je peux boire très facilement le matin. Puis finalement, j'ai pas faim, j'ai des noix aussi avec ça, j'ai d'autres choses, mais c'est une bonne option aussi. Et donc pour le joueur, ça serait génial. Surtout s'il se lève tard. Exactement. Une très, très belle option aussi. Ouais. Ok, ok. Alors ensuite, euh, on a une autre question, c'est les suppléments du basketteur. On entend souvent ça. En fait, c'est un peu dans le basket, je dirais pas que c'est tabou, mais on n'évoque pas beaucoup les suppléments. Quels seraient, selon toi, les suppléments utiles aux basketteurs, sachant que on vit dans une génération de basketball qui est de plus en plus athlétique. Donc, l'entraînement athlétique, c'est-à-dire en salle de musculation, a vraiment une part plus importante qu'avant. Donc, quels seraient les suppléments par rapport justement aux matchs, par rapport aux entraînements, par rapport aux entraînements en musculation et tout simplement pour être en bonne santé? Ok, c'est certain que je suis pas pro supplément. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis pas, j'aime pas donner aux athlètes un 15, 20, 30 suppléments. Je vois pas l'utilité de faire ça. Par contre, il y a des suppléments qui sont extrêmement importants à avoir dans la majorité des cas. Fait que si on y va par étapes, ce qu'on cherche à faire avec un athlète au départ, c'est d'optimiser son mode de vie général, sa santé globale générale. Avec une bonne santé, on s'assure des bien meilleures performances. Oui, Donc, j'irais nécessairement en suggérant de prendre une bonne source de magnésium pour optimiser la récupération des gens, ok, autant au niveau de performance qu'au niveau récupération au niveau du sommeil. oui, C'est certain, après ça dépend où on habite tout. Fait que si on parle du Québec, mais une bonne source de vitamine D, ça serait extrêmement important parce qu'on manque beaucoup de soleil ici, puis c'est important d'avoir un bon taux de vitamine D aussi, oui, avec des oméga 3 pour favoriser au niveau de l'inflammation. Fait que quand on fait un sport, quand on fait souvent du sport encore plus, on crée une inflammation au niveau musculaire, au niveau de plusieurs sphères aussi. D'optimiser cet aspect-là, c'est très intéressant aussi. oui. Et tu me rappelles un truc que j'avais vu chez vous à AT, dans la formation, c'était sur la vitamine D et c'était super intéressant.
et je pense que ça va vraiment apporter beaucoup aux athlètes qui nous regardent, c'est l'apport de vitamine D peut varier selon le pays d'origine de la personne. C'est ça, C'est-à-dire exact. qu'un Québécois de souche ou quelqu'un qui est originaire des pays froids, euh, où tout simplement il y a moins de soleil, va avoir un besoin moins élevé en vitamine D que quelqu'un qui vient d'un endroit plus ensoleillé, plus chaud. Ne serait-ce que moi, qui ai vécu une grande partie de ma vie à Marseille, en France, qui est très ensoleillé, en arrivant au Québec, je ne devrais pas négliger les vitamines D. Exactement, parce que tu es habitué d'avoir un taux qui est quand même plus élevé que nous. Oui. Donc, les gens des Caraïbes, basketteurs des Caraïbes, d'Afrique, tout ça, c'est des gens qui, en venant ici au Québec ou en allant tout simplement dans d'autres pays plus froids, entre guillemets, devraient adapter leur prise de vitamine D. Exactement. OK. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de ce qui est protéines, comme la whey protéine, comme les BCAA, dans le basketball? Dans les BCAA, il faut savoir, c'est des acides aminés. Ça, vous le savez, j'imagine. Il faut savoir que c'est, en gros, si on assure une bonne prise de protéines au courant de la journée, c'est pas nécessaire d'avoir une source de BCAA. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si notre déjeuner est bien complet en termes de protéines, notre dîner l'est aussi, puis notre souper l'est aussi, puis qu'on complète autour de notre journée au niveau protéiné aussi, ben, on devrait avoir un assez haut taux d'acides aminés pour assurer nos performances. Oui. Là où ça devient de plus en plus pertinent par rapport au BCAA, toujours, d'en consommer, c'est que si notre apport en calories est trop bas par rapport à ce qu'on fait comme dépense. Fait que c'est intéressant dans ce point-là à savoir s'il y a beaucoup d'entraînement, il y a beaucoup de games qui viennent ou peu importe, dans une grosse saison qui occasionne beaucoup de performances sportives, ça pourrait être très pertinent de prendre des AA ou encore des BCAA, c'est bien entendu. OK. Et pour ouais. Vas-y. OK. Pour ce qui est des protéines, c'est un supplément que j'aime beaucoup aussi. C'est pas quelque chose que je donne d'emblée à tous les gens, mais dès qu'on est en performance, notre besoin en protéines souvent est augmenté. Donc, si on veut augmenter nos protéines, il est difficile aussi de consommer des grosses quantités astronomiques de viande, c'est sûr. Le système digestif est plus fatigué, on a peut-être moins faim, on a moins envie aussi. Donc, à ce moment-là, la protéine en poudre, c'est une excellente solution. Oui, ça peut nous aider. Ça s'assimile plus vite aussi. Oui, exactement. Mais oui, ça c'est sûr. Ça s'assimile directement, c'est en poudre. Fait que le processus de digestion est plus rapide que si on mange un steak. OK. Et ça, en fait, c'est bien fait parce que ça enchaîne sur la prochaine question. Et c'est par rapport à quelque chose que moi, je me demandais personnellement, est-ce que ce serait judicieux? Donc, la question est, est-ce que ça serait intéressant au basketball d'ajouter, comme on peut le faire en culturisme ou en entraînement de force, un intra-workout, alors je traduis en français, une collation, si on peut appeler ça comme ça, qu'on va prendre pendant l'entraînement ou pendant un match, même si elle est liquide. Et moi, je me suis toujours demandé, est-ce que dans un match de basket, pour ton joueur qui va jouer 40 minutes, c'est-à-dire beaucoup, et qui va dépenser beaucoup d'énergie, est-ce que ce serait intéressant, comme par exemple dans sa deuxième mi-temps ou je ne sais pas quoi, d'introduire dans son eau, de mettre dans son eau des BCA? J'irais plus avec des mélanges. Fait que là, si on parle de choses du Québec, là, oui. Il existe des mélanges ici à base de glucides, de vitamines, d'électrolytes puis de BCA. Dans cet exemple-là, je vous parle du Delta Charge, exemple, de XPM, okay. Qui est aussi en Europe. Fait que c'est possible de l'avoir dans les deux places. Oui. Pour celui-là, dans cette optique-là, si on a besoin d'avoir quelque chose pendant les performances, c'est sûr que j'opterais pour quelque chose dans ce genre. Fait un mélange qui serait complet par rapport autant à l'apport en glucides pour donner l'énergie que je vous ai parlé au départ, les électrolytes parce que nécessairement on a le chaud, puis on a une grande dépense, la vitamine, puis c'est ça, exactement. Tu me donneras le lien, je vais le mettre dans la description de la vidéo pour les gens qui sont intéressés à aller voir sur leur site ou quoi. Parfait. Ça, oui, c'est très intéressant. Et est-ce que ça devrait changer d'un match à un entraînement? Ça dépend de la charge, en fait. C'est ça. C'est pas nécessairement l'entraînement ou la game. C'est vraiment la charge qui a été demandée à la personne et à l'athlète. OK. Donc, on va avancer avec ça. Comment est-ce que toi, tu gérerais une collation d'avant-match? Alors, je m'explique. En termes de timing, parce que c'est ce qui revient souvent, les gens demandent souvent
combien de temps est-ce qu'on peut, et attention parce que il demande combien de temps est-ce qu'on peut manger avant un match pour pas être lourd pendant le match, et combien de temps est-ce qu'il faut arrêter de boire avant un match. Il demande aussi les quantités d'eau. C'est les questions qui reviennent souvent. Comment est-ce que toi, tu gérerais justement la collation d'avant-match? La collation d'avant-match, je suis forcée de dire encore une fois que ça va dépendre des gens et du système digestif de la personne. Entre toi et moi, par exemple, il y a une digestion qui est différente, c'est sûr et certain. Donc, moi, je pourrais avoir plus de misère au niveau de ma digestion, ce qui veut dire que j'aurais plus de difficultés à manger juste avant un match, par exemple. Tandis que toi, tu pourrais digérer beaucoup plus rapidement, puis te permettre de manger plus tard, plus tard en journée, plus près de ton match. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sûr que le plus pertinent, ça serait de laisser quand même un délai d'une heure et demie avant d'aller faire notre match pour être sûr que tout soit enclenché au niveau de la digestion. Oui. En termes de ce qu'il faut manger, encore là, il faut juste s'assurer de ne pas manger rien de trop lourd. Fait qu'un gros repas, exemple, un dîner avec une grosse consommation de viande avec plein de pommes de terre, des légumes à plus finir, puis quelque chose qui est trop lourd, ça pourrait être plus difficile à optimiser la performance après pendant le match. Fait que c'est sûr qu'il faut assurer une petite collation, du yogourt vegan comme on a parlé, un shake de protéines, des fruits, des noix, ça dépend l'appétit de la personne qu'on en est où. Oui, surtout qu'au basket, on a des monstres. Des fois, ils vont mesurer 6 pieds 7, 6 pieds 8. Moi, je fais 6 pieds 7, mais il y en a qui mesurent 6 pieds 8, qui sont physiquement bâtis. Donc, ils vont quand même avoir besoin d'énergie. Moi, je sais que quand je jouais, alors tiens, tu vas peut-être pouvoir analyser la situation, mais quand je jouais, j'aimais pas manger les jours de match. C'est-à-dire que je mangeais pas mal la veille et tout, mais les jours de match, toutes mes prises étaient plus réduites. Un petit déjeuner plus réduit, un repas du midi plus réduit, une collation réduite, parce qu'on jouait à 8 heures. Sauf qu'il y a des années où ça allait, mais il y a des années où j'avais l'impression que mes jambes étaient coupées au moment du match. Et j'arrivais au match, pas de canne, pas de jambes. Est-ce que justement c'est lié au fait que peut-être j'avais trop de restrictions alimentaires? Exact. Si tu te coupais trop, puis ton énergie n'était pas à son apogée, ça peut avoir nuit à tes performances, effectivement. Ouais. Dans une optique, il y a beaucoup de personnes, c'est pas le seul, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent manger moins les jours de match ou les jours de performance X, peu importe le sport. C'est une question, comme je t'ai dit tantôt, de digestion de la personne. Fait que si elle se sent moyennement optimisée par rapport à sa digestion, mais c'est pas bon, on n'est pas optimisé. Fait que c'est plus difficile. Fait que de réduire les portions, moi, je vois pas le point négatif à ça si on s'assure d'avoir mangé assez de calories dans notre journée. Fait que c'est-à-dire, si on sait qu'on joue plus tard en journée, mais s'assurer un déjeuner beaucoup plus tard qu'à l'habitude qui permettrait la digestion tout le long. Puis de diminuer de plus en plus jusqu'au match, mais s'assurer quand même de manger un certain volume calorique. OK. Et quelque chose que tu as dû voir aussi très souvent, alors là, j'essaye de simplifier parce que pas tout le monde connaît ce mot-là, les indices glycémiques. Oui. On a entendu parler, donc pour simplifier, avant, on avait tendance à plus parler de sucre rapide et de sucre lent. Les sucres rapides étant, par exemple, le chocolat, des genres de sucreries, quoi. Qu'est-ce que on entend dire que avant un entraînement, il faut favoriser les sucres rapides, et d'autres personnes disent qu'avant un entraînement, non, il vaut mieux aussi favoriser les sucres lents. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Moi, je suis pas vraiment, si on parle de sucre rapide en performance, on n'irait pas pour des sucreries nécessairement, on irait pour un supplément de glucides. Ouais. C'est ce qui serait le plus suggéré par certains entraîneurs. Moi, je suis pas de ce type de coach-là. C'est-à-dire que c'est pas ce que je vais suggérer d'emblée à une personne. Au moment où je vais mettre ce genre de sucre rapide-là, c'est quand j'aurai plus de place, en termes de densité, à mettre des calories à l'athlète. Fait que si je sais qu'il mange déjà un trop gros volume en termes de calories, puis là, je cherche à trouver des nouvelles choses moins denses qui pourraient monter ses calories pour optimiser ses performances. À ce moment-là, je vais rajouter un supplément en sucre rapide de glucides rapides pour l'optimiser. Sinon, je vais y aller en termes de journée. Notre énergie n'est pas dépensée directement. Ce qu'on a additionné la veille, comme tu faisais pendant tes matchs toi-même, que tu mangeais un gros volume la veille, tu mangeais moins le lendemain.
ce qu'on a mangé la veille, puis après ça, on continue le lendemain à le nourrir, mais ça va quand même être quelque chose qui va nous aider à performer en termes de performance lors du match. On n'a pas besoin de dire pour manger un glucide rapide juste avant pour optimiser la performance. Donc, pour résumer ce que tu dis, toi, c'est plus ce qu'on a fait dans la journée qui est important, voire la journée d'avant. C'est plus ce qu'on a fait, la totalité de ce qu'on a fait avant ça en termes alimentaires. Et tu serais plus sur le sucre lent et complété s'il y a besoin avec sucre rapide. Tu as tout compris. OK. Et donc, on passe à la suite logique, le protocole de récupération. Il y a quelques semaines de ça, j'ai parlé avec Sébastien Morin, préparateur physique, et on parlait des protocoles de récupération. Donc, et Sébastien, comme beaucoup, me disait ça sert à rien de mettre un protocole de récupération active après un match, c'est-à-dire faire courir les joueurs pendant 20 minutes à un certain pourcentage, si on ne se préoccupe pas du plus important, qui est le sommeil, l'hydratation et l'alimentation. C'est ça. Donc, selon toi, en fait, quel est un bon protocole alimentaire de récupération après les matchs et après les entraînements? C'est je dirais assez simple et assez plate. Je dirais juste que c'est de manger des choses qui sont bonnes pour la santé en assurant à ce moment-là peut-être une protéine un petit peu plus basse et beaucoup plus de glucides, tout simplement. Oui, finalement, c'est fou d'arriver à se dire qu'on fait tout un flanc autour de ça, mais qu'en fin de compte, c'est facile. Exactement. C'est la simplicité dans le fond. Je veux dire, oui, il y a des macros, il y a des pourcentages à calculer. Ça dépend des gens. Des fois, il y a des gens qui vont devoir manger plus de glucides, moins de glucides, plus de protéines, moins de protéines. Mais en gros, si on mange bien, on mange pas transformé, puis on optimise notre santé en général, comme Sébastien Morin a mentionné, le sommeil, l'hydratation, la digestion, l'énergie. On s'assure des bonnes performances nécessairement. Ça m'amène à un autre… en fait, on dit qu'il ne faut pas prendre les pros comme exemple. Et je voyais un post de Christian Thibaudeau qui était très bon là-dessus. Christian Thibaudeau, qui est un grand préparateur physique pour les gens qui ne connaissent pas, qui disait « Ne prenez jamais en exemple les pros ». Il dit parce que 5 des plus grands athlètes qu'il y a eu au monde mangeaient au McDonald's avant leur performance. Et donc, c'est vrai en plus. Il parlait, je crois que c'était Georges Saint-Pierre, un joueur de football, Michael Phelps. Et bref, il y en avait plusieurs. Même moi, personnellement, j'ai eu des coéquipiers qui devaient manger au McDonald's avant chaque match et c'était des bons joueurs. Mais c'est dangereux. Et c'est dangereux. C'est pas la meilleure option. C'est vraiment pas la meilleure option. Et comme tu dis, qu'est-ce qui se passe? On va mettre ça devant les yeux des gens. Nous, en France, niveau semi-professionnel et même professionnel, quand je jouais à Vichy, qui était une équipe de Pro B, ça arrivait qu'on s'arrête sur la route au McDonald's après les matchs pour manger. Et c'est très fréquent, c'est comme une coutume. C'est quoi qu'est-ce qui va se passer dans le corps de l'athlète, en fait, qui va manger du McDonald's, donc des trucs transformés, des trucs chimiques, de suite après un gros effort? Ben, c'est sûr qu'on va pas optimiser au niveau de la récupération en partant, puis on crée un processus qui est un processus inflammatoire. Fait que si on vient au départ, ce qu'on cherche à faire, c'est d'essayer d'optimiser l'inflammation chez les athlètes pour en avoir le moins possible, pour qu'ils soient le plus en santé possible, puis le moins blessés aussi possible. Je veux dire, on cherche à avoir les aliments les plus sains pour optimiser toutes ces performances-là. Fait que d'aller au McDonald's, c'est sûr que c'est de manger de la friture, c'est de manger du transformé, fait que c'est de faire une inflammation directement après un entraînement, ce qui est malheureusement dans 99,9% des cas vraiment non optimal et même nuisible. Il y a des gens qui sont capables de manger n'importe quoi et qui vont optimiser leur performance quand même, mais ces cas-là sont assez rares. Est-ce que pour faire simple avec les gens, on peut dire justement que en faisant ça, en allant au McDonald's, on va faire que les athlètes risquent d'être plus courbaturés, par exemple, ou que les blessés vont être plus en souffrance? C'est plus que c'est pas que le consommer le McDonald's en soi, ça va faire qu'on va être plus courbaturé ou qu'on va avoir de la difficulté avec nos muscles. C'est plus que si on a une problématique, exemple, on a brûlé beaucoup nos muscles, puis là, on a une blessure, on a un tendon qui est plus difficile. On a une inflammation déjà qui est présente, on a des maux.
de consommer les aliments qui vont le favoriser, ça va empirer la situation. OK. Fait que si je donne un exemple, les personnes qui viennent dans mon bureau puis qui ont des mots, j'ai mal aux genoux par exemple, parce qu'à chaque fois que je le plie, ça me fait mal. Ce qui peut arriver au basket, c'est sûr et certain. Si on enlève les aliments qui sont dits inflammatoires, mais dans une grande majorité des cas, mais ils ont plus de mal ou même beaucoup moins de mal. Oui. OK. Donc ça, c'est super intéressant et c'est vraiment une marche que les clubs vont devoir franchir, c'est-à-dire vraiment, vraiment s'occuper de la partie alimentaire et arrêter la bière après le match. Ensuite, on entend parler, alors ça, c'est des phénomènes de mode. Je ne veux pas dire que c'est bon ou que c'est pas bon, mais il y a toujours, à un moment donné, une diète qui va sortir. Il y a eu la low carbs diet, no carbs diet. J'ai oublié les noms des Atkins là. Il y a eu comment la dernière, c'est la keto qui a fait énormément parler. Tu nous en parles d'ailleurs dans la formation. Euh, comment je pourrais poser cette question-là? C'est qu'est-ce qui se passe, par exemple, si un basketteur décide d'adopter une de ces diètes-là? Euh, est-ce que ça doit être plus personnalisé ou est-ce que c'est possible pour un basketteur de faire ces diètes et surtout, est-ce que c'est judicieux? Si on parle, parce que c'est des types de diètes qui sont assez différents quand même, fait que si on parle de la keto qui est assez populaire en ce moment, tout d'abord, je pense que c'est important de dire que tous les types de diètes, à mon avis, ont lieu d'être pour un type X de personnes dans un moment X. Fait que c'est correct des ketos pour certaines personnes, exemple des conditions médicales, c'est correct le low carb pour un objectif de perte de poids, exemple si on s'assure de remonter après les glucides, ça dépend c'est quoi le mode de vie de la personne. Fait que tu sais, il y a beaucoup de variantes, fait que c'est du cas par cas beaucoup. À savoir avec le keto, premièrement, c'est que la keto, les gens généralement ne font pas de keto. La keto, c'est 75% de ton apport général d'une journée dans ton alimentation de gras. Fait que ce qui se passe, c'est que les gens vont monter leur gras, mais sans nécessairement aller chercher un 75%. Fait qu'on n'est pas en ce qu'on appelle la diète keto. Ça, c'est le premier point. Si on dit qu'on va optimiser les performances avec une diète keto à 75% de gras, dans une optique de performance au basket, je pense pas que les gens iraient chercher des très bons résultats. Au contraire, il manquerait de vitamines et minéraux. L'apport en protéines est quand même assez réduit aussi parce qu'on n'a plus beaucoup de pourcentage pour prendre de protéines. Puis on a zéro glucides. C'est possible de faire des performances avec la keto, dans de très rares cas, puis pas sur une optique de performance de basketteur. Non, c'est ça. Donc, c'est vraiment très personnalisable. Et si tu avais un ratio approximatif, parce que c'est toujours approximatif, puis comme tu dis, c'est personnalisable. Mais si tu avais un ratio à donner dans, par exemple, les macronutriments pour un basketteur, ça tournerait grosso modo autour de quoi? C'est ça. Comme tu l'as dit, c'est important de comprendre que c'est du cas par cas quand même. Oui, Généralement, ça serait entre du 25 et 35% au niveau de l'apport en protéines. Avant, on avait plus tendance à monter la protéine encore plus haut, mais maintenant, on s'est rendu compte que c'était pas nécessaire et même plus optimal d'être un petit peu plus bas. oui, Puis après ça, la bataille, elle se fait au niveau des glucides et des lipides. Ça va dépendre vraiment de la personne beaucoup. Si je vais de façon générale chez un basketteur en regardant la physionomie des basketteurs qui se ressemblent quand même beaucoup, là. C'est des personnes souvent grandes, bâties ou pas, mais pas dans mon point sévère ou autre. T'sais. Si on parle d'un type X de basketteur quand on les regarde, j'irais plus pour un apport en glucides qui est assez élevé, donc c'est-à-dire du 30 à 40 puis un apport en lipides, qui est les gras en oui. fait, d'une vingtaine de pourcents. OK. Et là, tu parles et ça m'ajoute, il y a des trucs qui tombent dans mon oreille et ça rajoute des choses. Quand tu as évoqué le pourcentage de protéines, en fait, ça a bondi dans mon oreille. Tu as dit 25 de protéines à peu près, mais il y a un truc qui est intéressant que nous, on sait dans le métier, quel est le rôle de la qualité de la protéine? Parce qu'on entend tu sais, nous, on se base, quand on fait des diètes, on va dire, oh, dans 100 grammes de poulet, tu vas avoir 20 et quelques grammes de protéines. Sauf que il y a des études qui sont sorties et qui ont dit, si tu achètes un poulet de telle qualité, tu vas avoir 25 grammes de protéines qui sont facilement assimilables ou je ne sais pas quoi. Mais si tu achètes un poulet de qualité inférieure,
c'est moins riche, c'est moins dense. Comment est-ce que tu expliquerais ça? Ben, c'est sûr, ben, il va y avoir une plus grande quantité. On va le voir tout de suite. Si on achète, par exemple, il y a un poulet de très, très bonne qualité, VS, une protéine, un poulet qui est un petit peu moins bonne qualité. Vous allez voir en termes de densité aussi, il va y avoir une différence. Fait que si Ouais. vous le faites cuire dans le poêlon, on va voir qu'il va rester une grosse portion de poulet pour lui qui est de bonne, la bonne quantité, la bonne qualité, pardon, puis beaucoup moins de quantité par rapport à celle-là qui est un petit peu moins bonne qualité. Fait que déjà, on voit qu'il y a un ratio au niveau de l'eau qui est moins optimal. Fait que, il va perdre beaucoup d'eau, il va rester beaucoup moins de protéines. Fait que ça s'en tient plus à ça. Là, il y a un autre débat par rapport à ça. Oui, c'est bien de prendre une belle qualité alimentaire, c'est important. Sauf que le budget qui rentre en ligne de compte aussi, fait qu'il faut pas l'oublier, je crois. Fait que c'est sûr qu'on essaie d'optimiser le plus possible nos choix alimentaires, que ce soit la protéine, les glucides, les lipides, pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible, tout en respectant le budget. Fait que c'est ça. Il y a un gros débat où je suis pas nécessairement fervente à dire oh non, il ne faut pas consommer de ce type ben, je sais pas moi, de protéines-là ou pas, de pas prendre des légumes qui sont pas bio ou autre chose parce qu'après ça, Ouais. ça devient trop cher aussi. Et, Faut et pas pour, l'oublier. ouais, et donc, pour donner un outil concret, en fait, aux jeunes qui vont nous regarder ou aux personnes qui ont un budget limité, sans partir forcément dans du bio, quels seraient les critères d'une bonne viande ou d'un bon poisson? On attend, par exemple, pour les œufs, je ne veux pas dire de bêtises, mais pour les œufs, on entend souvent des œufs élevés au grain. Euh, pour, euh, pour du poulet, ça serait quoi? Pour de la viande rouge, ça serait quoi? Pour du poisson, ça serait quoi? Parce qu'on sait qu'il y a des paysans aussi qui n'ont pas les moyens de payer une norme biologique ou des choses comme ça. C'est ça, exactement. Mais tu sais, dans le grass-fed, justement, c'est toujours la viande grass-fed serait plus optimale, nourrie au grain. Tu sais, c'est sûr que c'est plus optimal que le régulier, je vais dire. Puis après ça, il y a le bio aussi. Mais dans le grass-fed, on est déjà dans une qualité supérieure, mais dans un prix supérieur aussi. Fait que, tu sais, si on a les moyens et on a des choix à faire, c'est sûr que c'est extrêmement pertinent de le faire. C'est juste que c'est pas non plus nocif pour notre santé de ne pas le faire. Tu sais, je veux dire, c'est pas optimal, mais vaut mieux consommer quand même une bonne apport en protéines, par exemple, de petit peu moins bonne qualité, donc que de ne pas consommer du tout. Ok, ok, ok. Donc, ensuite, compter les calories. Pour un athlète aujourd'hui, en 2020, est-ce que compter les calories, c'est toujours extrêmement utile et est-ce que c'est toujours très conseillé? J'ai vu plein de choses là-dessus. On voyait, tu sais, la diète à Michael Phelps, à un coéquipier américain à lui de l'équipe de natation, j'ai oublié son nom, celui qui s'était fait arrêter aux Jeux Olympiques, qui consommait 12 000 calories par jour, puis on le voit sous des masses de nourriture incroyables. Euh, et à l'opposé, j'entends des entraîneurs comme Eric Valstro, que je suis, qui un jour avait fait un post comme quoi il fallait arrêter, peut-être pour certaines personnes, de compter ses calories, mais lui, je pense qu'il s'adressait plus à la population générale et faire attention à ce qu'on mange. Est-ce qu'aujourd'hui, notre feeling, ça peut être notre meilleur arbitre en fin de compte? Est-ce qu'on peut faire confiance? Mettons, je mange doucement, je sais que j'ai eu ce qu'il me fallait. Ou est-ce que De toi, toute tu façon, serais plus pour les calories, quoi? mais moi, je suis pas une compteuse de calories. Je vais les calculer si je suis, exemple, mon athlète, parce que c'est mon travail de le faire pour m'assurer de ses performances. Oui. Mais si je vais dire à la personne qui décide de prendre soin de sa santé, puis d'optimiser ses performances en termes de basket, de compter ses calories, vraiment, vraiment, vraiment pas. Là. Je vois pas l'utilité de faire ça. Au contraire, il faut juste essayer de manger les choses qui sont non transformées, de manger suffisamment, de s'assurer d'avoir de tous les macronutriments, d'avoir quand même des ratios qui sont intéressants. Oui. Puis après ça, écouter sa faim et écouter ses sentiments de satiété aussi. Oui. On développe l'œil en fin de compte. Hein? C'est ça, exactement. La lacune là-dedans, par exemple, c'est juste qu'il faut s'assurer de manger suffisamment. Si on parle de moi, par exemple, j'ai tendance à manger jamais assez. Fait que dans mon cas, je regarde un peu plus pour m'assurer de manger suffisamment. Dans ces moments-là, les types de personnes qui sont peut-être un petit peu plus comme ça pourrait être pertinent de tracker, je vais dire, excusez-moi mon anglicisme, de tracker un peu l'apport au niveau des calories pour s'assurer d'avoir mangé suffisamment, de comprendre ce que ça nécessite comme portion, et après ça, on ne calcule plus, on le sait. OK. Alors, une question maintenant qui est très d'actualité, les intolérances.
Donc, on entend beaucoup parler d'intolérance au blé à cause du fameux gluten, d'intolérance au lait aussi. Bref, on entend parler énormément d'intolérance. C'est quoi l'impact de ces intolérances chez les joueurs qui en ont? C'est quoi l'impact sur leur performance? C'est ça, sur les joueurs qui en ont. Fait que c'est pas tous les gens qui vont avoir des intolérances. C'est pas à bannir nécessairement notre alimentation non plus. Chez les gens, par contre, qui ont un inconfort au niveau digestif ou au niveau quel qu'il soit, il y en a qui ont des maux de tête, il y en a qui ont des maux de cœur, il y en a qui ballonnent, il y en a qui vont pas aux toilettes ou peu importe. C'est ça qui a une réaction qui se crée immunitaire. Puis nécessairement, encore une fois, on revient à la fameuse inflammation. Fait qu'on va avoir plus d'inflammation, puis ça va devenir difficile d'avoir il va y avoir plus de mots, exemple, comme je vous ai parlé du genou tantôt, ça va être plus difficile à ce moment-là. S'il y a des inconforts au niveau digestif, mais c'est certain que si une digestion n'est pas optimale pendant un match ou avant un match, c'est sûr que ta performance ne sera pas optimale. Il y a déjà un processus qui est enclenché dans le corps, donc la performance va être un bon pourcentage moins bonne. OK. Et en continuant un petit peu là-dessus, parce que je sais que tu l'as fait avec moi, déjà, premièrement, est-ce qu'on peut développer les intolérances? Parce que les athlètes, nous, tu sais, on nous dit qu'il faut manger beaucoup de pâtes. On mange énormément de pâtes. Moi, je mangeais des pâtes sur une base quotidienne, sauf qu'au bout d'un moment, j'étais plus capable. Donc, est-ce qu'on peut développer cette intolérance à force de consommer toujours le même aliment, pâtes, pain, ou même produits laitiers, quoi? Ça pourrait même être des aliments qu'on consomme qui sont dits sains. Exemple, du brocoli, si on en mange trop, on peut développer une espèce de tolérance aussi. Okay. Des blancs d'œufs, la même chose. C'est des points inflammatoires quand même. Fait que si on consomme souvent que des blancs d'œufs ou beaucoup de blancs d'œufs, ça va arriver souvent qu'on va avoir aussi une intolérance. Fait que oui, de consommer beaucoup d'aliments sur une base qui est régulière, ça pourrait créer des inconforts. Il faudrait prendre une pause pour pouvoir réintégrer par la suite. Puis des fois, on ne peut jamais réintégrer parce que ça devient une intolérance. OK. Et qu'est-ce que tu aurais, toi, quel conseil est-ce que tu aurais? On a des sociétés qui vivent énormément autour du blé. Donc, quand on va commencer à dire aux gens, ne mange plus de pain et ne mange plus de pâtes, souvent ils sont perdus. Souvent ils sont perdus, ils disent, mais je fais comment pour mon petit déjeuner si j'ai pas de pain? Et puis si j'ai pas de pâtes, mais comment je vais faire? Donc, quel conseil est-ce que tu donnerais à ces gens? Comment remplacer ces aliments qui leur provoquent une intolérance? Moi, je ne sais pas si tu connais Julien Vénesson. Non. Et je lisais beaucoup son travail. En fait, Julien Vénesson, c'est quelqu'un qui a écrit des livres sur la nutrition en France et tout. Et lui, il disait, ne remplacez pas. Il dit, si vous arrêtez de manger grosso modo des pâtes et des produits avec du gluten, c'est pour manger du riz, des pommes de terre ou des choses comme ça. Mais n'essayez pas de prendre, tu sais, je ne veux pas citer de marque, mais ils font du pain sans gluten. Ils font des pâtes sans gluten. Et lui ne conseillait pas de prendre ces aliments. C'est quoi ton point de vue à toi là-dessus? Si la personne, ça c'est mon point de vue, va être un peu différent de ce monsieur. Oui. Si la personne est habituée et elle consomme des pâtes depuis plus de 15 ans, 20 ans, sur une base régulière de 3 fois par jour ou 15 fois par semaine, par exemple, en abus, oui. C'est certain que lui dire à partir de demain, tu ne consommeras plus jamais de pâtes, c'est peut-être pas l'optique la plus optimale. Il va s'en ennuyer, il ne saura pas trop comment manger, effectivement, puis il va avoir envie de continuer à manger ses pâtes. Fait que pourquoi le forcer, entre guillemets, à arrêter d'en consommer si maintenant on a des bonnes, ils sont pas optimales, mais on a quand même des bonnes options qui peuvent être intéressantes. Fait que, tu sais, dans les pâtes, sans prendre les pâtes sans gluten, qui sont peut-être pas les plus optimales non plus, il existe maintenant des pâtes qui sont que faites à partir de farine de riz, à partir de farine de pommes de terre douces, par exemple, à partir de farine de quinoa. Il existe plusieurs options qui sont possibles, puis je vois pas pourquoi on n'irait pas changer nos pâtes de blé pour des pâtes à ces types de farine ou encore les types, il y a une nouvelle pâte qui est sortie de lentilles aussi, de légumineuses, qui sont hyper hautes en protéines, fait que ça peut même nous aider au niveau de notre ratio de protéines. Fait que pourquoi pas, moi, je suis pour le fait de faire quelques changements comme ça. D'où encore l'aspect psychologique lié à l'alimentation. Exactement, je vois pas l'utilité de couper ça. Ouais. Mon ami Sébastien Morin disait l'alimentation, c'est des émotions. Je suis 100% d'accord avec ça. Ouais, et moi aussi. L'alimentation, c'est des émotions. Il y a tellement de choses à
où il faut rentrer en introspection avant d'être purement dans le plan alimentaire, parce que les gens expriment ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux dans l'assiette, et finalement, je pense que bien souvent, les athlètes, c'est pareil. Exactement. Une dernière question, on approche de la fin. Une dernière question qui n'était pas prévue, mais ça m'est venu justement avec la dernière qu'on vient de voir. J'en ai déjà parlé dans une interview précédemment du cas Dwight Howard en NBA, qui est un athlète, je ne sais pas si tu le connais, il est gigantesque. Il doit approcher les 7 pieds, je pense. Je n'ai pas sa taille exactement. Il se fait appeler Superman parce qu'il est énorme d'un point de vue physique, très musclé, mais il était à 6,5% de gras, si mon souvenir est bon, et il avait du mal à revenir d'une blessure. Beaucoup de mal. Et il disait, il s'était fait opérer du haut du dos, et il disait que ses mains étaient comme dans des gants de four quand il a attrapé la balle. Et le staff se doutait un petit peu de quelque chose, et ils ont engagé une nutritionniste qui a enquêté sur le cas Dwight Howard. Et ils se sont aperçus que, à cause de la désinformation et du manque d'éducation, en fait, Dwight Howard consommait en boissons énergétiques et en bonbons l'équivalent de 24 barres Hershey par jour, ce qui est absolument gigantesque. Et lui disait, ben moi, je sais pas, j'ai vu marquer boisson énergétique, je voulais devenir aussi fort qu'à Orlando, avoir de l'énergie, donc je buvais que ça, parce que ça allait me donner de l'énergie. Et il s'est rendu au point où, quand ils ont fait ces analyses de sang, il était comme 80% au-dessus de la normale en termes de glucose sanguin pour un athlète de son âge. Donc, ils l'ont traité comme un diabétique. Et ma question, elle est là. Est-ce qu'un athlète, même jeune, qui s'entraîne à haut régime, est à l'abri d'un problème de diabète? Ben non, malheureusement. L'alimentation va faire en sorte qu'on va être à l'abri de problèmes de diabète si est d'ordre alimentaire, bien entendu, parce qu'il existe 2 types de diabète quand même. Oui. Pour les différencier. Il y a ceux-là qui l'ont en eux, puis il y a ceux-là qui vont le développer. Fait que le développer, c'est fort possible, même si on est un athlète ou pas un athlète. Ça dépend de l'alimentation. Puis comme vous avez pu voir avec l'exemple que tu viens de nous donner aussi, là, c'est important de s'assurer une bonne alimentation pour assurer une bonne santé. C'est souvent le défi qu'on retrouve chez des athlètes parce qu'ils sont quand même en bonne forme. Ils voient pas l'utilité de manger de façon plus saine comme ils ont déjà la forme selon eux. Mais ça n'empêche pas que même si on a la forme physique, la forme interne n'est peut-être pas présente. Oui, c'est ça. Puis il se voit imbattable. Hein. Exactement. Quand on est jeune, rien ne peut nous détruire, il ne va rien nous arriver, tout va bien se passer. Exact. Donc, Mélodie, on arrive à la fin. Je vais te demander où est-ce qu'on peut te trouver, c'est-à-dire réseaux sociaux, site internet, pour justement suivre ton travail. OK. J'ai un site internet qui est le NutriSanté mcb.com qui est intéressant si vous voulez aller voir quelques articles. Pour regarder les posts que je fais régulièrement, c'est sur Facebook via ma page professionnelle qui est Mélodie Comtois-Bonin, coach et naturopathe. C'est les 2 endroits où vous pouvez me trouver. Puis pour notre institut de formation, c'est le institutaat.com. Encore une fois, la page Institut AAT sur Facebook. Oui, Institut AAT. Et moi, pour avoir fait une formation, puis je vais m'inscrire dans les autres petit à petit, c'est vraiment de très, très bonnes formations. C'est une coche, comme on dit, un petit peu au-dessus. Nous, je tiens à dire qu'on est en train, ensemble, de voir la possibilité de mettre en place une formation nutrition pour les basketteurs. Il va y avoir des nouvelles dans les semaines ou les mois à venir. C'est sûr qu'avec la COVID, actuellement, ça ralentit un peu certaines choses, mais c'est un processus qui se met en place. Donc, Mélodie, je te remercie pour cette superbe interview. Et nous, on va se voir dans pas longtemps. Je remercie tout le monde aussi pour suivre la chaîne. J'ai eu beaucoup de bons commentaires et j'espère que cette interview va vous plaire. Alors, au revoir tout le monde. Au revoir Mélodie. Bye bye, merci. Bye.